Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour ce 230e épisode du podcast Running à côté de mes pompes, un podcast dans lequel j'aborde toutes les facettes de la course à pied, de l'entraînement au mental en passant par la nutrition. Chaque semaine, j'accueille des experts, des sportifs amateurs et plus anonymes pour partager leurs témoignages, leur vécu à travers des parcours de vie bien différents. Sur ces dernières semaines, je tenais à vous remercier pour votre engagement, vos écoutes qui ne cessent de croître et pour les retours que vous pouvez me faire après chaque épisode. Afin de ne rien manquer, je ne peux que vous inciter à nouveau à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées, tout comme sur le compte Instagram qui est lié au podcast. Ce qui bien évidemment me fera plaisir, mais vous participerez par ce petit geste à rendre le podcast à côté de mes pompes encore plus visible. C'est effectivement un petit geste pour vous, mais c'est important pour moi, c'est pour cela que je me permets de vous le rappeler. Pratiquer la course à pied en sandales, se rapprocher du contact avec la nature, ou encore partager ce sport passion avec son chien, ce sont autant de thèmes que nous abordons avec Elodie dans l'épisode du jour. Ayant débuté très jeune le running en club d'athlétisme, Elodie a dû stopper ce sport pour un grave problème de dos. Alors après des années d'errance, la rencontre avec un chiropracteur sensible à la course à pied minimaliste l'a remise totalement d'aplomb. Désormais, c'est quasi quotidiennement qu'elle sort ses sandales avec son compagnon à quatre pattes, adepte du canicross. Du macadam aux grands espaces nature, Elodie savoure ses instants d'évasion loin des préoccupations de son métier de policière. Sa démarche de pratiquer la course à pied en mode minimaliste déteint également sur son mode de consommation au quotidien. Un grand merci Elodie pour ton passage sur le podcast à côté de mes pompes. Je vous laisse donc maintenant profiter de cet épisode enregistré avec Elodie Véron, course à pied minimaliste et canicross. C'est le nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elodie, bienvenue sur le podcast à côté de mes pompes. Alors on va parler aujourd'hui de course minimaliste mais également de canicross. Sois la bienvenue sur le podcast à côté de mes pompes. Salut Seb, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et d'échanger de tout ça. Alors je vais te laisser dans un premier temps te présenter pour que tu puisses indiquer aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens, ce que tu exerces comme métier avant qu'on bascule rapidement vers ta passion qui est la course à pied. Ok, écoute Elodie, donc j'ai bientôt 41 ans, donc en février. Je viens de Moselle, donc on va dire pour situer, pour les gens qui ne connaissent pas, juste à côté de Metz. Et puis je suis fonctionnaire de police. Alors fonctionnaire de police, est-ce que tu as l'habitude de courir après les brigands, les malfrats, les voleurs ? J'ai eu l'habitude de le faire, oui, quand j'étais en brigade de nuit pendant pas mal d'années. Maintenant, ça s'est calmé. J'ai récupéré un confort de vie, donc je cours un peu moins après les brigands. Est-ce que la course à pied, d'ailleurs, fait partie du métier ? Est-ce que vous travaillez au quotidien dans des séances de préparation physique, cette course à pied, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est à part et que tu as gardé comme un petit jardin secret, un sas de décompression en parallèle de ce métier de fonctionnaire de police qui doit être très prenant? Alors c'est quelque chose qui est à part, mais qui, je pense, devrait être normalement ancré justement dedans, pour déjà pour se maintenir une condition physique qui est essentielle à notre fonction. Et moi voilà, c'était vraiment la course à pied pour moi, voilà, c'était mon moment de décompression. Et puis j'en avais aussi besoin pour le travail, concrètement, pour garder cette sensation, puisque quand tu dois courir avec un gilet pare-balles et des chaussures de sécurité, comment te dire que il faut quand même avoir un minimum de conditions physiques derrière. On est à l'opposé des chaussures que tu portes aujourd'hui, c'est-à-dire que les Rangers ou les chaussures de sécu, c'est pas ce qu'il y a de plus flexible et de plus minimaliste.
Ah bah là totalement, je suis à l'opposé donc de ma pratique de la course à pied et c'est pour moi d'ailleurs très compliqué. Donc j'ai acheté personnellement mes chaussures de boulot en fait pour avoir les plus flexibles possibles on va dire. Mais voilà, ça reste très très lourd pour moi à porter et je préférerais largement être en sandales. Alors on le verra tout à l'heure, hein, c'est une de tes particularités. Tu pratiques la course en sandales et je fais un petit clin d'œil à Ben Violo qui a été un invité du podcast et qui fait partie également de ces coureurs en sandales. Tu nous diras comment tu as évolué Ouais. et comment cette pratique minimaliste est venue. Alors tu évoquais le fait d'avoir changé, de ne plus être en brigade de nuit. C'était une volonté, c'était un besoin d'un peu plus de stabilité et de confort dans ton quotidien? Comment tu as cheminé pour abandonner ces brigades de nuit pour un poste un petit peu plus conventionnel? La brigade de nuit, donc je l'ai pratiquée pendant presque 20 ans. Et puis voilà, c'est quelque chose qui m'animait. On va dire qu'on est en brigade de nuit parce qu'on a une réelle passion. On ne se trouve pas en brigade de nuit juste par hasard, et on a toute cette même passion du travail de nuit qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout le même. Pourtant, on a la même fonction, mais que la journée. Et puis malheureusement, voilà, je me suis rendu compte que mon corps me donnait beaucoup trop de signaux d'alerte, donc de fatigue. J'ai fait un syndrome de jambes sans repos l'année dernière, et puis mentalement, voilà, mon corps, mon corps et mon esprit ont dit stop. Et puis je me suis dit voilà, c'est bien, mais il faut penser à sa santé avant tout. Comme dans la course à pied, hein, ça revient au même. Et j'ai donc fait le choix cette année, donc au mois de novembre, de quitter ma fonction où j'étais en plus responsable adjointe de la brigade de nuit. Donc, était pour moi une grosse responsabilité. Et puis, je suis arrivée dans une petite commune où j'ai repris un confort de vie certain. Et je pense que je ne m'étais pas sentie aussi bien, et physiquement et psychologiquement depuis plusieurs années. Ce syndrome des jambes sans repos, ça se manifeste par quoi? Parce que c'est pas quelque chose que j'ai souvent entendu, donc si tu peux donner quelques explications. Ouais, totalement. Alors du coup, si tu veux, au moment où de t'endormir, t'as des spasmes. Donc c'est dans les jambes. Alors ils disent jambes sans repos, mais ça peut se manifester aussi au niveau des mains. Donc moi j'en avais et dans les mains et dans les jambes. Et si tu veux, ça t'empêche vraiment de dormir. Donc j'avais ce syndrome des jambes sans repos qui se manifeste au moment de l'endormissement. Donc ça t'empêche de t'endormir. Et puis après, j'avais un autre syndrome. Alors je sais plus le nom exact, donc je vais pas trop le dire pour pas dire de bêtises. Mais là, par contre, j'avais des spasmes toute la nuit j'avais des battements de jambes par minute qui étaient énormes. Et donc on a mesuré tout ça. Et quand donc je suis retournée voir le médecin du sommeil, donc il m'a confirmé donc ce diagnostic. Et donc il y avait 3 choses à faire: de l'activité physique, chose que je faisais déjà, une hygiène de vie alimentaire, voilà, que j'ai déjà, et puis du repos. Et concrètement, il m'a dit: le jour où vous prendrez un rythme normal avec des horaires et de coucher quasiment identiques à chaque fois. Et en effet, le jour où j'ai pris un rythme de vie normal, j'ai retrouvé des nuits de sommeil correctes, voilà, je n'ai plus aucun spasme. Donc ça venait vraiment du travail de nuit. La difficulté pour ce travail de nuit, c'est de concilier les activités qu'on peut avoir le jour et d'ajouter du physique avec des sorties course à pied sur un temps qui est consacré normalement au repos. Est-ce que c'était si facile que ça, à tout emboîter et à tout concilier? Comment tu gérais quand tu travaillais de nuit ces entraînements? Est-ce que tu les faisais juste après ta journée de travail pour ensuite aller te reposer? Parce qu'après, une fois qu'on est dans un rythme un peu plus lent, quand on a fini sa journée, c'est peut-être pas facile de se reposer et de repartir pour un entraînement. Alors j'avais donc quand même une chance, c'est que j'avais quand même un rythme de travail qui était quand même assez. On était sur du 3-3, donc 3 nuits travaillées, 3 jours de repos, donc j'avais quand même pas mal de repos, ce qui me permettait donc quand même de caser, on va dire, mes sorties course à pied sur mes séances de repos. Et sinon, donc quand j'avais des séances à faire, je les casais donc moi l'après-midi, c'est-à-dire au lever. Tout de suite quand je me réveillais, j'enchaînais directement avec ma séance de course à pied. Donc ça, je l'ai fait pendant
pas beaucoup d'années. Et puis malheureusement, c'est ce qu'on disait, la fatigue arrivant de plus en plus, je récupérais plus et je le sentais vraiment que j'avais plus aucune progression et j'étais vraiment lente, je me comprends. Je tournais au ralenti quoi. Et même en course à pied, la fatigue de la nuit j'arrivais plus du tout à concilier les deux, plus la vie de famille que tu as donc à côté de tout ça. Cette pratique de la course à pied, est-ce qu'elle est dans ton quotidien depuis que tu es enfant? Comment tu es venu à pratiquer ce sport? Est-ce que ça a été le seul sport dans ton passé de sportive? Alors j'ai commencé en effet très jeune puisque j'avais un papa qui pratiquait la course à pied et l'athlétisme. Donc forcément, comme beaucoup de filles, on a un petit peu ce rapport au papa et donc du coup, hop, je suis passée directement à la course à pied étant jeune. Et donc voilà, donc j'ai fait essentiellement de demi-fond, des crosses. Donc ça m'a suivi, on va dire, de 10 ans jusque maintenant, voilà. Donc la course à pied, puis après voilà, j'étais, on va dire, une enfant hyper active, donc je jouais au foot, pas dans des clubs là, mais voilà, je jouais au foot, je courais, je faisais du baseball, je faisais du tennis, je faisais tous les sports qui me passaient sous la main. En club, est-ce que c'est vraiment pour toi l'école de l'athlétisme où l'on commence par travailler les gammes, des choses que tu fais peut-être encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as gardé de ces premières années au niveau de l'athlétisme? J'ai gardé les gammes et puis je pense que j'ai gardé ce côté, on va dire d'élève où voilà moi quand j'ai un plan, il est suivi. Tu vois, il y a les séances, elles sont calées. J'ai besoin de ça aussi, voilà. Donc je pense que j'ai gardé tout ça du club d'athlétisme. C'était des très très bons moments pour moi. J'ai vraiment passé des bons moments et puis j'ai appris à courir, à mettre tes pointes, et à découvrir finalement plein de facettes de l'athlétisme. Alors moi, j'ai jamais été une coureuse rapide, donc tout ce qui était de 100 mètres, mais j'y suis quand même passée. Et puis je pense que ça fait partie du sport et de la découverte de la course aussi. Et après, ça te permet de savoir où tu te situes là-dessus. Aujourd'hui, Elodie, quel serait ton terrain de jeu préféré? Est-ce que le macadam est ton ami ou est-ce que tu préfères quand même les espaces de nature avec ce rappel au niveau des crosses et du demi-fond, mais plutôt dans des espaces naturels? Alors le bitume a toujours été mon ami. Moi, je suis une coureuse de bitume, c'est certain. Et depuis l'année dernière, je me découvre une passion pour le trail. Donc là, j'ai commencé. Donc j'ai en point de mire 2-3 trails du coup cette année, dont en mars j'ai le trail des Tranchées sur Verdun. Donc c'est un 32 km. Et franchement, là en ce moment, du coup le coach me fait essentiellement du trail en sortie longue. Et je me découvre vraiment une passion pour ça, ce fait de ne pas être toujours à la même allure comme tous les coureurs de bitume le connaissent, et le fait de pouvoir marcher, de pouvoir s'arrêter, de découvrir, de regarder et d'avoir une communion particulière aussi avec la nature et un partage, c'est vraiment très agréable. Quand tu dis coach, c'est que tu as donc quelqu'un qui s'occupe de ta planification. C'est ce côté bon élève, il me faut un plan pour pouvoir réaliser et avancer dans tes objectifs. Oui, c'est ça. Donc je suis suivie par un coach donc qui s'appelle Mathieu Gandolfi, avec qui donc j'avais déjà fait ma prépa marathon donc en 2019, et là j'ai intégré donc sa team pour l'année à venir. Alors en effet, il me faut un coach, mais j'ai appris avec les erreurs du passé aussi à m'écouter. C'est-à-dire que même Mathieu, voilà, c'est le discours qu'il a avec ses élèves. C'est-à-dire que voilà, par exemple avant-hier, j'étais vraiment fatiguée. J'avais une grosse séance de VMA à faire et j'ai essayé de la faire et puis point de rupture, 20 minutes, et j'ai arrêté. Voilà, je ne suis plus dans avant, voilà, et je ne loupais pas une séance, même avec un petit bobo, je disais non, il faut y aller. Et en fait, voilà, les erreurs du passé te font rebondir. Je pense aussi l'avancée dans l'âge, où tu te dis non, il vaut peut-être mieux que je repousse ma séance, puisque je risque de me blesser et puis ça va pas être productif. Mais voilà, j'ai besoin quand même d'avoir ce plan et ce coach, et on a une très très bonne relation et justement un partage entre nous qui est très intéressant.
Est-ce qu'il te faut un dossard en point de mire ou est-ce que les simples séances proposées par cet accompagnant qui dépasse, je pense, le simple coach, on le dit souvent, hein, il y a le côté accompagnement à la préparation d'un objectif, les échanges, c'est pas que des séances qui sont mises sur une application, mais est-ce que le dossard va être une source de motivation supplémentaire pour toi ou pas forcément? Écoute, pas forcément. J'ai toujours, alors avec coach ou sans coach, j'ai toujours couru. Sans dossard, je me lève le matin, je vais courir. En plus, j'ai toujours couru seule, c'est-à-dire que avant d'être dans un club de canicross, on en parlera tout à l'heure. J'ai toujours vraiment couru seule et j'ai jamais eu besoin on va dire de la petite carotte du dossard, tu vois, pour même réaliser mes sorties et me dire voilà, ah non, il faut pas que je loupe parce que j'ai un dossard. Non, non. Voilà, j'ai mon plan, même sans dossard. D'ailleurs, je suis pas une fanat des dossards non plus. J'en ai quelques-uns dans l'année, mais c'est pas l'objectif principal, puisque d'ailleurs j'aime bien me caler aussi quelques objectifs off, où voilà, voilà, j'ai déjà fait un 50 km seul autour d'un étang. Voilà, j'ai pas besoin d'un dossard pour enfiler mes sandales. Comment tu pourrais qualifier ta relation à la course à pied si tu devais poser des mots sur ce que tu vis quand tu pars avec tes sandales, j'allais dire avec tes pompes, mais non, c'est avec tes sandales pour une sortie, qu'elle soit planifiée ou pur plaisir. Alors écoute, je pense que la course à pied, pour tous ceux qui me connaissent, c'est un amour inconditionnel. Ça fait vraiment partie de ma vie, c'est ancré en moi depuis toujours. Et puis voilà, j'ai été blessée, et il a fallu que je rebondisse, et ça a été très très compliqué pour moi de me dire peut-être que tu recourras plus. Je veux dire parce que c'était peut-être possible. Et voilà, c'est moi la course à pied, il y a moi, mais il y a Elodie et la course à pied, voilà. Tous mes collègues de travail, tu vois, quand je pars du boulot, ah bah tiens, tu vas courir, ça fait partie de ma vie, mais j'essaye aussi que ça ne vienne pas non plus empiéter de trop sur ma vie privée, puisque je pense que quand j'étais en prépa marathon, je n'aurais pas voulu vivre avec moi-même, parce que voilà, mais c'est vraiment un amour inconditionnel. Et puis j'avais une petite phrase, puisque quand j'ai préparé quand j'ai fait ma prépa marathon, en fait, j'avais un préparateur mental aussi qui est Nico, qui fait partie d'ailleurs de la team Panta Sandal. Et donc on avait une petite phrase. Il m'a dit il faut que tu te donnes une phrase. Si un jour t'es pas bien. Et ma phrase c'est je suis plaisir. Tu vois, voilà. Tu vois, je pense que ça résume bien en fait ma relation avec la course à pied. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, peu importe. Tu prendras tes sandales et tu iras courir, si c'est sur le plan ou si c'est tout simplement une sortie que tu as envie de faire. Combien de séances tu mènes par semaine? Parce que tu dis presque tous les jours. Quel est le rythme que tu t'astreins quand tu es en plan avec voilà, vraiment peut-être un objectif en ligne de mire? Alors en plan, cette année, je suis à 4 séances semaine. Et quand j'étais hors plan, donc j'étais honnêtement à une sortie par jour. Au feeling, donc voilà. Mais quasiment tous les matins, je partais courir. Là, voilà, on règle, on va dire, les choses pour que ce soit, on va dire, optimal et comme me dit Mathieu, il est obligé des fois de calmer les ardeurs de certains aussi. Et puis je pense que c'est intéressant puisque j'ai un rameur aussi à la maison. Donc en fait, mes séances de repos se font sur rameur ou alors sur vélo. Voilà, mais j'ai 3 séances donc de course à pied plus une séance donc en club de canicross. Donc très peu de journées inactives. Tu as toujours un petit brin de sport au programme, au menu. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Très très peu de journées inactives en effet. Bouger, tu as dû peut-être patienter pendant quelques semaines, quelques mois, puisque une blessure au dos t'a stoppé il y a quelques années dans ton élan. Est-ce que tu peux revenir sur les causes de cette blessure et ce que tu es aujourd'hui est conditionné par ce que tu as vécu lors de cette opération? Je te laisse présenter un petit peu le schéma clinique avant d'évoquer cette mutation qui est la tienne aujourd'hui. Eh ben écoute, quand j'ai eu 24 ans, je me suis fait opérer d'une double hernie discale. Donc j'ai été en fait victime d'un accident d'ailleurs pendant ma formation en police.
Et puis voilà, des douleurs dans le dos, chroniques, à répétition pendant 1 an. Et puis on fait un IRM, on découvre une double hernie discale. Donc à ce moment-là, je marche avec des béquilles, je suis à l'équerre. Donc je me fais opérer. L'opération se passe très bien au niveau de la chirurgie. Et puis je respecte toujours à la lettre, voilà, les recommandations du CHIR sur les premiers mois. Et je reprends le travail au bout de 3 mois, je crois. Et au bout de 6-7 mois, j'ai les douleurs qui reviennent. Vraiment les mêmes douleurs. Alors, il n'y a pas de récidive d'hernie discale. Il y a une fibrose qui se crée à l'intérieur. Alors, pour schématiser la chose, une fibrose, c'est-à-dire que toi, tu vas t'égratiner, tu vas avoir une croûte à l'extérieur. Moi, j'ai une croûte à l'intérieur. Donc, une mauvaise cicatrisation des tissus, ce qui fait que ça me recomprime ce nerf sciatique et voilà. Et donc je suis embêtée. Donc bon, après voilà, je vais monter sur Paris pour trouver des solutions médicales. Je trouve des solutions et ça met quasiment quand même 8 ans presque, 8-10 ans où j'ai quand même énormément de mal, où je suis constamment avec un labago par-ci, un labago par-là, une sciatique. Et puis au fur et à mesure, on commence à régler le problème et là je vois un chiropracteur qui est d'ailleurs minimaliste dans sa façon donc au quotidien. Et puis moi, je commence à lire un peu des études parce que je veux recourir. Là, pendant ces 8 années, tu as été à l'arrêt complet en course à pied ou malgré ça, tu arrivais quand même à bricoler quelques séances? J'ai essayé de rebricoler quelques séances, mais à chaque fois, alors quand j'avais pas de douleur, je rentrais, j'avais le dos cassé. Pendant une semaine, j'étais vraiment, tu vois, un peu une sensation musculaire, on n'est pas bien et voilà, vraiment des douleurs pas agréables. Et puis voilà, c'est le chiropracteur qui me dit, écoute, moi j'en parle avec le chiro et je lui dis, moi je veux recourir pour l'instant avec des chaussures, on va dire lambda, hein, ce que je portais donc avant l'opération. J'ai mal au dos, je suis cassée. Et puis, j'ai lu des études, j'aimerais passer au minimalisme, acheter donc des Five Fingers, ces fameuses chaussures à doigts de pied là, mais je veux pas faire n'importe quoi, donc je veux quand même être encadrée. Donc lui me donne le feu vert, de toute façon je suis pas en prépa, je reprends tout à zéro, et puis voilà, donc mon changement de façon de courir, il part de mon opération du dos, donc il y a maintenant bien plus de 10 ans. Tel un ordinateur qu'on viendrait à remettre à zéro, à formater, tu as complètement revisité ta pratique de la course à pied, tous ces schémas que tu avais avec les chaussures, les appuis, avec cet héritage de l'école d'athlétisme. Là, tu es reparti complètement de zéro. Quelles ont été les sensations sur les premières séances et quelles étaient finalement les durées de ces séances un petit peu plus au contact du sol cette fois-ci? Les premières sensations, alors là, ceux qui écouteront le podcast ne me verront pas, mais j'ai un grand sourire. Et les premières sensations, c'était un pur bonheur. C'est une sensation de courir en légèreté, puisque naturellement, je chausse ces Five Fingers et puis je cours en médio-pied, sans calculer rien du tout. Naturellement, ma foulée s'adapte directement. Et puis, on est sur des très petites séances, puisque la transition est très longue. Donc, je suis sur les premières séances à 10 minutes seulement de course. Mais pour moi, 10 minutes de course sans douleur, après, pour moi, c'est déjà là, on a gagné quelque chose déjà. Tu vois, on est en train de commencer un nouveau chemin qui va arriver sur, pour moi, un plaisir fou de pouvoir recourir des kilomètres et des kilomètres. Pendant toute cette phase post-opératoire, avant que tu n'opères cette transition minimaliste, est-ce que tu t'es vu faire une croix sur ta passion, cet amour inconditionnel de la course à pied? Ah oui, totalement. J'ai vécu des moments vraiment très très compliqués où t'es assis, alité, où déjà le quotidien est déjà compliqué, c'est-à-dire ne serait-ce que de marcher. J'ai été de nouveau en arrêt pendant des mois et des mois. Donc oui, pour moi, j'avais fait vraiment une croix là-dessus. Et c'est toi, par tes lectures, par tes recherches, par cette envie de
renverser un petit peu la vapeur et de pouvoir repratiquer cette activité, qui a mis en place cette solution. Si tu n'avais pas croisé ce chiropracteur un petit peu à l'écoute et sensible au minimalisme, tu ne serais peut-être pas sorti de ce pétrin dans lequel tu étais suite à l'opération. Ah oui, je pense que j'en serais pas du tout où j'en suis à l'heure actuelle. J'ai eu l'avantage de tomber sur un professionnel de santé qui était à l'écoute, hein, ce qui est honnêtement rare. Moi, je le vois en tant que coureuse minimaliste. Il y a encore beaucoup de médecins qui sont, tu vois, qui sont complètement contre, qui ne vont même pas chercher, tu vois, à comprendre. Ce que je trouve dommage, puisque voilà, on en parlait en off tout à l'heure. Moi, je ne prône pas non plus ça en disant c'est la solution à tous les problèmes de santé, pas du tout. En tout cas, sur moi, ça a fonctionné et je pense quand même qu'on va économiser son corps en courant en minimaliste, même en descendant de drop. Déjà, moi, je suis passée tout de suite à l'extrême minimaliste, mais je pense que ça peut avoir des répercussions sur le corps et être bénéfique. Et voilà, moi, j'ai eu l'avantage d'avoir un professionnel de santé à l'écoute et qui m'a aidé. Et moi, de mon côté, avec mes recherches, on a lié les deux et ça a fait banco. Est-ce que tu as modifié ta prise d'appui? Parce que tu disais tout à l'heure, j'ai naturellement été sur le médio-pied, sur l'avant-pied. Tu talonnais auparavant et tu as basculé un petit peu Oui. sur cet avant du pied? Bah écoute, totalement. En fait, je talonnais sans me rendre compte, hein, comme on va dire beaucoup de coureurs. Voilà, t'enfiles tes chaussures, tu vas courir. Et puis c'était justement ce talonnement qui me portait donc préjudice au niveau du dos, puisque l'impact avec l'attaque talon sur tout ce qui va être genou et dos est quand même énorme. Et l'attaque médio-pied, du coup, bon bah là c'est les mollets qui vont trinquer et tout ce qui va être tendon. Mais du coup, c'est vraiment ton amorti naturel qui prend le relais et l'impact pour le dos est beaucoup moins important, d'où le fait que quand je rentrais de course, mon dos était intact. Est-ce que ce tableau a été idyllique, c'est-à-dire sans que tu rencontres quelconque blessure de cette transition vers une pratique bien plus minimaliste sans avoir cette épaisseur de chaussures? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a coincé quand même un petit peu? Alors idyllique non, puisque j'ai fait comme beaucoup, tu peux recourir, c'est super, t'as pas couru depuis des années, et puis bah tu lâches un peu les chevaux. Ah mais là il faudrait que je coure un peu moins longtemps, mais c'est tellement agréable. Donc bah j'ai fait une transition un petit peu trop rapide, et donc j'ai eu une fracture de fatigue au niveau du pied, ce qui de toute façon voilà c'était sûr quoi, voilà. Je ne regrette en rien ce que j'ai fait. Mais du coup, ça m'a stoppé de nouveau pendant quelques mois, hein, puisque c'est quand même très douloureux. Et voilà, c'est l'avantage que j'ai là-dessus aussi maintenant avec mon expérience, quand je peux en parler autour de moi et à des coureurs qui me croisent. Allez-y tranquillement, ça sert à rien de brûler les étapes. Et puis c'est un tel bonheur par la suite que de toute façon, voilà, le temps qu'on prend, il va être récupéré par la suite. Et par rapport aux performances que tu affichais peut-être avant cette blessure au dos et aujourd'hui, est-ce que tu estimes que ton niveau est plus élevé si on peut sensiblement le comparer? Alors écoute, il est Je sais plus pas si le élevé. terme de niveau, si le Oui, terme de oui, oui. niveau est le plus approprié parce que je sais que tu es pas, on va dire dans un esprit de compétition à outrance, mais au moins tes valeurs, tes marqueurs, on va dire de performance sont peut-être relevés suite à cette transition minimaliste. Oui, c'est une évidence. Alors, en termes de vitesse, peut-être un petit peu, mais voilà, on va pas. Par contre, en termes de durée et de kilomètres, j'ai jamais couru autant de kilomètres, donc depuis que je suis coureuse minimaliste. Sans avoir besoin de réaliser des exercices de renfort, peut-être de cette chaîne musculaire arrière, de ces mollets hein, qui peuvent également être mis à rude épreuve quand on n'est pas habitué à attaquer médio-pied. Je le suis naturellement et ce qui surprend toujours mon chiro, mon kiné, c'est ces mollets musclés que je peux avoir. Il me dit mais comment tu arrives à entraîner ces foulées sur des longues distances? Mais est-ce que de ton côté, tu as réalisé peut-être des exercices spécifiques pour
arriver à ce qu'ils encaissent plus facilement au fur et à mesure de l'augmentation de ta pratique avec des kilomètres qui se succèdent, un travail de renforcement musculaire? Alors écoute, j'aurais dû, mais j'en ai pas fait plus que ça. Et puis, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai fait 10 bornes, j'ai fait 20 kilomètres, tu vois, vraiment, après, vraiment au fur et à mesure. Et puis, ils se sont naturellement renforcés. Voilà, j'ai fait un marathon. 2 jours après, je marchais normalement. Voilà, c'est vraiment. Je pense que le corps est vraiment une belle machine. Quand on en prend soin. Alors moi, par contre, je me masse énormément les mollets. En fait, voilà, moi, tous mes pieds et mes mollets, c'est sans ça, moi, je suis rien. Hein. Donc, je prends énormément soin de masser mes pieds, de masser mes mollets. Je veux dire, tu vois, je vais courir. Le soir, je me masse les mollets. Alors, qu'est-ce que tu utilises pour les masser et les détendre? Est-ce que tu as de l'huile, de la crème? Donne-nous tes petites astuces. Ah, écoute, j'utilisais donc, bon, bah, pour citer la marque, on va dire, j'utilisais Velleda, fut un temps. Et puis, voilà, ce côté minimaliste et un petit peu pro écolo et français. Là, j'ai trouvé un baume sportif, donc d'une femme dans le secteur, là, et qui est vraiment top et qui est fait à partir bah, y a rien de chimique, quoi, hein, c'est le top du top. Et du coup, j'utilise ça, voilà, vraiment un baume sportif. Et puis après, pour les pieds, voilà, je vais prendre des crèmes, de l'huile, tu vois, de l'huile végétale, des choses basiques. Sachant que par ton activité professionnelle, les pieds sont également mis à rude épreuve. Là, on n'est plus sur du minimaliste. Ils sont enfermés et il faut qu'ils puissent assurer les rondes et te suivre toute la journée. Oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est vrai que moi, le soir, quand j'enlève mes chaussures de boulot, c'est un bonheur pour moi, hein, c'est vraiment... Et puis après, bah voilà, à la maison, je suis pieds nus, l'été, je suis en sandales, donc j'ai une paire de sandales, on va dire, pour la vie de tous les jours, et puis l'hiver, je porte aussi, quand je peux, des marques de chaussures minimalistes. Là, tu disais, j'ai commencé par ces Five Fingers. Tu as basculé sur les sandales. Comment s'est passée cette transition vers encore plus de minimalisme? Parce que là, le pied, il est à l'air libre. Il n'est pas couvert. Il y a juste deux lanières qui tiennent cette fine semelle qu'est la sandale. Donc, comment tu as cheminé pour arriver encore plus vers ce minimalisme? Bah écoute, donc la Five Finger, je l'ai pratiquée pendant 4 ans. Et puis, naturellement, en fait, je me suis dit, bah, déjà, j'ai lu Born to Run. Voilà, je sais pas si tu l'as lu. C'est une bible. J'ai regardé beaucoup de reportages sur eux, sur leur façon de courir. Et puis, pour moi, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'être connectée. J'ai envie d'être encore plus connectée à mon environnement, à la nature. Et donc, naturellement, j'ai dit, bah tiens, je vais m'acheter une paire de sandales. Et puis, donc, j'ai acheté au départ la paire de sandales que beaucoup de coureurs ont, minimalistes, numéro 1 et aux États-Unis, donc qui s'appelle Luna Sandales. Et j'ai pas du tout accroché. Une sandale beaucoup trop rigide, beaucoup trop épaisse pour moi. Donc vraiment pas du tout, je les ai portées 2 fois, je crois. Hein, donc, et puis là, Panta Sandales était en train de se mettre en route. Et on était donc sur une fabrication européenne, sur des gens qui ont vraiment un souci de qualité et d'écoute de leurs coureurs. Et j'ai dit, bah pareil, voilà, je vais m'acheter une sandale de chez eux. Et puis donc naturellement, bah j'ai acheté une sandale et puis ça a été une révélation pour moi. Et j'ai mis tout de suite au placard les Five Fingers. Et après, bah voilà, je suis rentrée dans la team Panta Sandales parce qu'il y a humainement parlant, voilà, c'est quelque chose qui est très fort et ça nous tient vraiment à cœur de développer au maximum des produits pour les coureurs et d'être connectés à la nature. Entre cette Five Finger et cette sandale, tu évoques le fait d'avoir un contact avec la nature ou avec le sol très très proche. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des désagréments? Quand tu es sur bitume, c'est peut-être pas trop le cas parce que c'est relativement plat. Il y a peut-être un petit peu moins de gravillons, des choses qui vont chatouiller sous le pied. Mais en trail, est-ce que c'est les mêmes sensations en termes d'appui, en termes de cailloux que tu vas pouvoir rencontrer? Est-ce que ça provoque pas des blessures, des désagréments? Parce que là, le pied sur la sandale, il est complètement à l'air libre.
Ah oui, oui, totalement. Alors, on fait le choix, c'est vrai que quand on court en sandales, donc sur bitume, ça passe tout seul, hein, je veux dire, voilà, il y a aucun problème. En trail, donc ce que je découvre au fur et à mesure, parce que je courais quand même déjà en forêt, mais là, je me spécialise un peu plus là-dedans. J'ai pas de désagrément plus que ça, donc je vais peut-être avoir un caillou de temps en temps, mais vraiment, c'est très rare. Après, en effet, tu n'es pas à l'abri de te prendre une souche que tu vas prendre. Alors moi, ça m'est encore jamais arrivé parce que je pense que du coup, on est quand même beaucoup plus, tu vois, on est plus en train de regarder où on met les pieds, inconsciemment, hein, finalement. Et puis après, bah, quand tu cours en sandales, en tout cas, moi, je le sais, je le dis, je fais le choix de courir en sandales, donc je fais le choix, par exemple, dans les descentes, de perdre du temps. Parce que moi, dans les descentes, en sandales, si le terrain est boueux, même si j'ai une paire de sandales de trail où j'ai quand même des petits crampons, je vais pas avoir la même accroche que, tu vois ce que je veux dire, que quelqu'un qui va être avec des grosses chaussures de trail, avec des gros crampons. Mais moi, ce que j'adore justement en trail, c'est ça, c'est la boue, de cette sensation de, je sens tout, j'ai la boue dans le pied, mais j'ai mes pieds qui sèchent d'ailleurs beaucoup plus vite que certains avec des chaussettes, et en trail, je m'éclate à être en sandales et je pose naturellement mon pied finalement dans les endroits où il n'y a pas de problème. Été comme hiver, pieds nus. Tu n'apportes pas de ces chaussettes avec les orteils qui peuvent rentrer dans les five fingers pour protéger un petit peu le pied quand les conditions sont vraiment extrêmes? Alors, été comme hiver, pieds nus, sauf vraiment quand on descend en dessous des -2. Là, je porte une paire de chaussettes. Mon plus gros problème, il va être par exemple sur une course, puisque on est dans la tente. Donc c'est là où voilà, j'ai le froid qui commence à se faire sentir. Et là, je porte des chaussettes en dessous de -2, parce que sinon, quand je pars vraiment de chez moi, si tu veux, j'enfile des sandales, je vais courir. Donc, le corps, ce qu'on disait, est une belle machine. Au bout de 5 minutes, mon pied est chaud. Donc, j'ai pas ce problème-là, j'ai pas ce problème de froid. Le problème de froid va vraiment se faire sur la tente. Pas besoin, quand tu passes un gué, d'avoir des chaussures qui soient respirantes ou Gore-Tex qui vont retenir et protéger le pied. Il va sécher naturellement. Comme tu l'as dit, ça c'est l'atout numéro 1 de ces chaussures à ciel ouvert, de ces sandales. Est-ce que ça te vaut quelques remarques, quelques interrogations de la part des personnes qui t'entourent sur les pelotons? Parce que c'est pas une pratique qui est des plus démocratisées. On a quand même une frange infime de personnes qui courent en sandales, même si on en voit beaucoup plus sur ces différentes années, même sur des courses que j'ai pu faire sur la région parisienne. On voit sur des grandes manifestations des personnes qui arrivent en sandales. Alors parfois c'est peut-être même pieds nus, mais est-ce que c'est un pari ou est-ce que c'est vraiment une pratique qui est assumée? De ton côté, qu'est-ce que disent les personnes qui t'accompagnent et te voient arriver en sandales au départ d'une course? Alors écoute, donc j'en ai beaucoup hein, qui se posent la question. Il y a quelques années en arrière, j'avais beaucoup de personnes qui savaient mieux que moi que qu'il ne fallait surtout pas courir en sandales. Donc voilà, beaucoup de réflexions, mais il faut pas courir en sandales, faut pas, voilà. Et puis dernièrement, j'ai vraiment des gens qui s'intéressent, qui m'interrogent. Ah, mais il y a vraiment une démarche derrière. Tu vois, donc on a un réel échange. Et quand je suis arrivée dans mon club de canicross, beaucoup de personnes ne me connaissaient pas. Et voilà, on a eu vraiment une interrogation, mais positive. Et puis on a échangé ensemble sur le pourquoi du comment j'étais en sandales. Et du coup, c'est très intéressant. Puis après, bon, j'ai toujours pendant les courses des gens qui me disent, waouh, elle court en tongs. Tu sais vraiment, tu entends ça derrière. Non, mais c'est pas sérieux. Enfin, bon, voilà, c'est même plutôt rigolo qu'autre chose. Et il m'arrive des fois, voilà, d'avoir 2, 3 réfractaires vraiment complets. Mais bon, là où j'ai même pas envie d'en discuter, puisque je pense que je perdrais vraiment mon temps et ça sert à rien. Et sur la durée de vie, Élodie, de ces sandales, est-ce qu'elles durent plus longtemps que nos chaussures actuelles? Quel est le prix d'ailleurs d'une paire de Panta sandales, si on peut citer la marque et leur faire un petit coucou? Eh ben écoute, en termes de durabilité, c'est énorme, puisque l'avantage qu'on a par rapport donc à de la chaussure, on va dire basique, c'est que déjà on n'a pas d'amorti.
Donc ce souci de dire ouais j'ai fracassé ma chaussure, j'ai plus d'amorti, nous notre amorti c'est notre corps, hein, donc déjà là-dessus, donc on peut aller honnêtement jusqu'au trou. Moi j'ai ma paire de sandales du marathon, je l'ai usée jusqu'au trou vraiment. Et encore au trou, je cours encore avec. Donc, je fais vraiment des kilomètres et des kilomètres. On a développé une paire de sandales Panta a développé une paire de sandales parce que du coup, il développe avec nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle paire de sandales sort, on la teste et après, on met tous en commun notre ressenti pour essayer de sortir la meilleure sandale et que les gens soient vraiment satisfaits. Donc là, on a sorti il y a une nouvelle sandale qui s'appelle la Boreas, qui pour moi est le must du coup en trail parce qu'on est vraiment sur un confort avec des crampons et là on a une durée de vie qui, alors je peux pas te dire là exactement, mais qui va être à mon avis énorme puisque la sandale est vraiment on est sur de la Vibram hein, au niveau de la semelle hein, donc c'est quand même très costaud. Et puis on a un premier prix, donc on appelle ça la sandale Gravel, donc celle qui est vraiment faite pour tout. Et on va être à 60-70 euros, je crois. On est environ, si tu veux, pour faire un global à environ 80 euros la paire de sandales. Pareil pour le mesh. Tu disais le trou dans la semelle. Bah, le dessus ne va pas percer parce qu'il y en a pas. Donc là aussi, les pare-pierres qui peuvent parfois être arrachées au contact d'une souche ou d'un rocher. Bon, bah là, c'est l'ongle qui va pouvoir prendre. Est-ce que ça t'a valu d'ailleurs quelques bobos sur les orteils? Tu disais tout à l'heure, j'ai pas connu la chute avec ces sandales. J'ai pas frappé une souche. Pas de bobos, pas d'ongles, on va dire endoloris ou d'orteils retournés. Non, écoute, je touche du bois, toujours pas. Non, pas du tout j'ai jamais tapé un tronc, enfin tapé quelque chose, même un trottoir, hein, je veux dire. Donc non, là-dessus, j'ai juste les pieds très sales quand je rentre de courir en forêt, mais c'est le seul souci que j'ai. Donc aujourd'hui, tu ne reviendrais pas vers des chaussures un petit peu plus conventionnelles, quand bien même on pourrait te dire qu'elles sont bonnes pour ce dos qui t'a tant fait souffrir. Ah, je pourrais pas. Je pense que non, ce serait impossible pour moi. Je pense que je ne préférerais plus courir que de recourir en chaussures, tu vois. Tu disais être membre d'un club de canicross, donc tu ne pratiques plus exclusivement la course seul. Tu as un compagnon à pattes qui va, sur certaines sorties, t'accompagner. Comment est venue cette pratique du canicross? Parce que je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont propriétaires d'un chien et ils se posent la question de comment finalement le mettre à courir. Est-ce qu'on peut le faire avec tout type de chien d'ailleurs? Est-ce que c'est adapté pour n'importe quel profil d'animal? Eh ben écoute, je le vois au club de canicross, on a vraiment tout type de chiens, hein, du cocker au labrador, enfin vraiment voilà, hein, c'est tout type de chien. Après voilà, moi je cours avec donc ma chienne depuis pas mal d'années. Donc au départ pas du tout en club, hein, perso. Donc j'ai commencé tout simplement en libre. Donc c'est-à-dire déjà de voir comment elle réagissait avec moi en libre. Et puis après voilà, j'ai adapté. Puis je me suis lancée. J'ai dit tiens voilà, donc là je suis allée au club de canicross pour déjà faire une initiation avec eux, voir un petit peu, avoir aussi des conseils, ne pas faire n'importe quoi. Donc j'ai acheté un harnais qui était vraiment adapté, j'ai acheté un baudrier pour moi, et puis on a commencé à voir si elle aimait tracter, puisque tu as des chiens qui vont détester ça. Et je pense que le canicross c'est un réel partage de l'humain et du chien, c'est-à-dire que ça sert à rien de forcer, c'est-à-dire que si le chien ne veut pas tracter, tant pis, t'auras un chien qui restera, qui courra en libre avec toi, et c'est déjà très bien. Et puis tu as des chiens qui vont vraiment aimer tracter et avoir la longe vraiment au taquet. Et moi c'est le cas avec June, qui vraiment prend un réel plaisir quand je lui mets le harnais. Elle est déjà dingue. Alors est-ce qu'il y a des prérequis quant à l'âge du chien, quant à la méthodologie pour amener son chien à courir avec soi? Il y a une forme de dressage. Je pense typiquement à un lièvre, à un pigeon qui viendrait à sortir juste devant toi. Il faut pas que le chien fasse demi-tour ou te coupe la route et t'entrave justement dans ta pratique pour risquer la chute derrière.
Oui, c'est ça. Alors donc déjà, ça va se faire vraiment au fur et à mesure. Ça va être des trucs un petit peu bateau au départ, c'est-à-dire que tu pars courir et puis droite, gauche. Voilà, tu vois des éléments de base au départ et puis que le chien va vraiment assimiler très vite. Et puis après, bah pareil quand tu vas croiser un chien. Pas touche, tu touches pas, enfin voilà, ça tout dépend. On a chacun notre langage avec notre chien, mais lui apprendre voilà à rester, on va dire focus. Et puis il faut surtout attendre que la croissance du chien, en tout cas pour que le chien tracte, parce que tu pourras courir avec le chien assez tôt quand même, en libre. Par contre, pour que le chien tracte, il faut vraiment que sa croissance soit arrivée vraiment à la fin. Donc ça peut aller jusqu'à, moi j'ai commencé à 1 an et demi, tu vois. Croissance vraiment terminée pour qu'on soit sûr que derrière on n'engendre pas des problèmes de santé et d'articulation sur le chien. Est-ce que le chien ira beaucoup plus loin que son maître? C'est-à-dire que sur des sorties longues, est-ce qu'il aura encore de l'énergie sous la patte avant qu'il ne soit complètement épuisé et ce sera toi, peut-être, derrière la longe, qui sera fatigué avant ton compagnon à quatre pattes? La mienne, elle est inépuisable. Donc oui, sur les sorties longues, oui. Alors du coup, en canicross, si tu veux, généralement c'est de la courte distance puisque le chien doit tracter tout le long. Donc on est généralement plus sur du 5, voilà, on est sur de la petite distance. Après, on a le canitrail où là, on va passer donc sur de la plus grosse distance. Et là, il faut doser ton chien puisque justement le but c'est qu'il tienne jusqu'à la fin. Donc il faut pas qu'il tracte non plus à fond jusqu'à la fin. Et puis moi, maintenant que je fais des sorties longues les samedis, elle vient avec moi, donc elle est attachée et détachée, et elle court avec moi pendant 2 heures, 3 heures, sans aucun problème. La pratique du canicross va encore au-delà parce que du coup, elle me suit vraiment avec moi dans mes entraînements. Alors, le fait qu'elle te tracte, je pense que c'est un atout sur des montées, sur des portions planes. En descente, il faut peut-être adopter une stratégie qui soit autre. Parce que là, si en descente, tu te fais tracter, il y a un risque peut-être de t'entraîner et d'être en sur-régime de ton côté. Alors la descente, c'est très compliqué. Alors tu as des personnes qui vont gérer vraiment. Faut aimer le risque, hein. Et puis moi, voilà, je fais le choix aussi de courir en sandales. Et dans certaines descentes, quand c'est vraiment boueux, j'ai quand même, voilà, un peu moins d'accroche. Donc il y a une technique que j'ai du coup aussi appris au club, c'est-à-dire apprendre le chien à moi en descente. La chienne est à côté de moi et je lui dis à ta place, tu vois pour vraiment, et puis après je la relance tout doucement, je relâche au fur et à mesure la longe pour qu'on reparte au plus vite. Donc moi personnellement, je perds un petit peu plus de temps dans la descente. Par contre voilà, je récupère du temps sur le reste, mais c'est sûr qu'en montée et sur du plat, c'est vraiment très très agréable. Mais il faut suivre. C'est un binôme qui fonctionne, c'est un couple. C'est à la Oui. fois Elodie et June sur ces courses avec ce partage, cette passion. Est-ce qu'elle est aussi, on va dire, attirée par la performance ou est-ce que c'est un chien tranquille? Quel serait son profil d'animal coureur? Elle serait plutôt atterrée par la performance, la petite, par rapport à moi. C'est-à-dire que June ne supporte pas qu'un chien soit devant elle. Donc c'est vrai que je l'ai vu quand on est arrivé au club, je l'ai vu vraiment tracter pour la première fois, vraiment très très fort. Moi derrière j'ai eu du mal à suivre les premiers temps, mais voilà elle a vraiment cette dose là de dire il faut que je dépasse. Donc c'est vraiment sympa. Donc elle est par rapport à moi elle est plus dans la performance. Sur des sorties longues que tu peux faire avec elle, est-ce que tu embarques également son propre ravitaillement en plus du tien? Qu'est-ce que l'on peut prendre pour quelqu'un qui serait novice, qui veut débuter la course avec son chien pour ne pas faire d'erreur? Parce que le chien a aussi besoin de ravitaillement comme nous, êtres humains. Oui, alors écoute, moi je prends pas de ravitaillement, on va dire style sardines ou des choses comme ça, parce que je lui donne d'ailleurs des sardines en dehors de la course. Mais par contre, s'il fait chaud, je vais prendre de l'eau. Voilà, c'est la base. Elle prendra vraiment de l'eau. Là, tu vois, à l'heure actuelle, c'est l'hiver. Il y a des sources d'eau un peu partout. Il y a voilà. Donc là, je prends pas. Mais par contre, dès qu'on commence quand même à passer les 10 degrés, 10, 15, et que c'est vraiment sec,
et je prends systématiquement de l'eau pour elle. Et puis après, à l'arrivée, voilà, elle a une petite récompense encore en plus. Et puis on dose un peu les croquettes aussi en fonction, puisque quand elle fait des sorties longues avec moi, d'ailleurs elle court beaucoup plus que moi puisqu'elle fait beaucoup d'allers-retours. Donc il faut quand même gérer aussi derrière. Tu arrives à t'aligner sur n'importe quelle course en trail ou certaines sont vraiment fermées et le chien n'est pas autorisé à concourir avec toi? Comment ça se passe sur ces compétitions de trail un petit peu en nature? Le chien n'est peut-être pas toujours amené à pouvoir s'élancer sur cette ligne de départ. Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, dans le secteur et un peu partout, donc maintenant, tu as quand même des trails qui t'autorisent le chien. Donc, soit on part devant, soit on part derrière, hein, ça dépend de l'organisateur. Et puis après, là, sinon, tu as des courses de la Fédération française donc de canicross. Bon, là, par contre, il faut que tu aies un passeport à jour avec vraiment tout un tas de vaccins à avoir pour le chien. Et puis là, du coup, c'est vraiment des courses qui sont fermées et qui sont réservées canicross, canitrail, canitrottinette. Ben voilà, vraiment tout est bien encadré. Mais nous, en tout cas, dans le secteur, on a de plus en plus de trails qui nous acceptent. Alors c'est donnant-donnant. C'est à nous aussi de montrer que voilà, nos chiens, on va dire, sont bien éduqués. On n'est pas là pour gêner. On est vraiment là pour passer un bon moment et pour que et les coureurs et les gens avec les chiens, tu vois, tout le monde passe un bon moment et on ne gêne ni l'un ni l'autre. Quel est l'accueil des coureurs qui viendraient à prendre part avec toi sur un trail? Toi, tu es avec June et cette longe. Est-ce qu'ils l'acceptent? Est-ce que ça t'a valu quelques remarques déplaisantes en disant un chien n'a rien à faire sur cette course? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation où globalement les trailers sont plutôt bienveillants? Non, écoute, on n'a pas eu de réflexion. On a toujours des coureurs qui sont bienveillants. Et puis c'est ce que je te disais, à nous si on part en avance, et ben voilà, si t'es rejoint derrière par certains des élites par exemple, et ben à toi de te décaler et puis tu vois de laisser. Ça nous a pas valu de mauvaises réflexions. Au contraire, les gens sont même un peu étonnés de la pratique et ils sont contents aussi de voir comment ça se passe. Alors, en dehors de cette progressivité, il faut que le chien soit à maturité de sa croissance, avoir des ordres, on va dire simples dans un premier temps et une certaine expérience, c'est du dressage pour débuter cette expérience du canicross. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à transmettre à des auditeurs qui aimeraient ou qui ont déjà commencé à courir un petit peu avec leur compagnon avec cet animal de compagnie? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme petites astuces sur le plan du matériel, sur le plan des équipements qui vont amener le maître à courir avec son compagnon? Alors, je pense que l'équipement, c'est vraiment le point à pas négliger. Donc là, je conseille vraiment soit de se rapprocher d'un club de canicross du secteur qui peut donc donner des conseils, soit se rendre dans un magasin spécialisé, puisque le harnais doit vraiment être ajusté correctement. On prend pas n'importe quel harnais pour faire du canicross. Et voilà, il y a des harnais qui sont spécial canimarche, canicross, tu vois. Donc voilà, il faut vraiment être bien équipé et faire au mieux, parce que pareil, tu pourrais blesser ton chien si tu as un équipement qui n'est pas adapté. C'est pareil pour l'humain. Le baudrier, par exemple, moi j'ai un baudrier et non pas une ceinture de canicross, puisque la ceinture de canicross va te donner des à-coups au niveau du dos. Et donc moi, voilà, en plus avec mon passif, j'ai vraiment un baudrier, puisque le baudrier se prend au niveau des fesses, et si le chien part un petit peu trop vite et que t'as pas eu le temps de doser au niveau de la longe, ça te permet d'avoir beaucoup moins d'impact dans le bas du dos. Donc voilà, tout ça c'est vraiment très important, et de faire des essayages aussi en magasin, parce que Internet c'est bien, mais tu sais, les mesures, il n'y a rien de mieux que de se rendre dans une boutique spécialisée, en tout cas quand on le peut et quand on en a une à proximité, et de vraiment faire des tests. Quelles émotions vous partagez toutes les deux quand vous arrivez à la fin d'une séance, à la fin d'une course? Il y a quelque chose qui se passe entre vous deux?
Ah bah, il y a quelque chose qui se passe tout le temps quand on court avec June. Elle est très très attentive à moi du début jusqu'à la fin, et il y a je pense qu'il y a on est assez fusionnel. Et puis voilà, à la fin d'une course, ben c'est voilà enfin voilà, on est là pour, tu vois, c'est une caresse, c'est des câlins, et c'est donnant, donc c'est super agréable parce que je trouve qu'on développe encore plus de d'amour encore. On a une autre il se passe encore quelque chose de plus quand on pratique ce sport, enfin en tout cas ce sport, je trouve avec le chien. Est-ce que ça lui arrive d'aller chercher sa longe pour t'emmener courir? Presque. Quand je la vois tourner, et bon bah des fois je suis obligée de partir courir seule puisque j'ai des séances spéciales, et donc bah ce soir d'ailleurs je suis partie seule, et la pauvre elle était dépitée, tu sais. Elle te fait la tête toute la soirée. Ouais, elle me fait la tête, ouais, vraiment, clairement. On peut l'inviter à venir s'exprimer sur le podcast. Je ne sais pas si elle est disposée. on pourrait. Elle parle beaucoup en plus. Élodie, au-delà de cette pratique nature, minimaliste, tu l'as dit, ça se déploie également dans ta vie quotidienne, puisque tes achats, tes équipements vont être également relativement minimalistes. Dans l'alimentation déjà, est-ce que cette transition, elle s'est faite en même temps que cet attrait pour la course en sandales et ce retour un petit peu au contact du sol, ou est-ce que tu avais déjà entamé auparavant cette alimentation un petit peu plus végétarienne? Alors non, ça s'est fait justement au fur et à mesure de la pratique de la course à pied en sandales. Voilà, puis mon rapport aux animaux, puis aussi le fait d'avoir changé d'alimentation pour la course à pied, pour les problèmes digestifs, pour plein de choses, et la cause animale où je suis vraiment quand même derrière. Donc du coup, je suis donc passée végétarienne il y a 3 ans maintenant, 3 ans, oui, je crois. Et voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Et dans ma manière de consommer, voilà, je suis très minimaliste. En vêtements de course à pied, j'essaie d'acheter du français ou de l'européen. Donc voilà, je cible beaucoup là-dessus. Avant, je portais du Mérinos français, d'une marque française. J'ai voulu passer sur autre chose parce que voilà, sur cette cause animale, je voulais passer sur autre chose. Donc là, je suis passée sur des vêtements qui sont faits à base d'huile de ricin. Donc c'est, pour citer la marque, voilà, c'est Nosc, qui est une marque française. Et puis alors c'est sûr qu'à l'achat, on va être peut-être plus cher qu'un vêtement synthétique qui va être fait à l'autre bout du monde, mais c'est un vêtement que tu vas garder pendant des années. Et en tout cas, moi, j'estime que je préfère en acheter un, mais tout de suite de bonne qualité, et ne pas en avoir 15 dans mon armoire. En tout cas, voilà, c'est ma manière de consommer. Donc, un t-shirt, un short, une paire de sandales. Il n'y a pas besoin de plus pour aller courir. Ah, t'as bien résumé. Oui, j'ai un t-shirt long, je vais avoir 2 shorts et une paire de sandales. Voilà, en effet, il y a rien besoin de plus. Et voilà, et donc je fais très attention. Ou alors j'achète de la seconde main. Sur le plan sportif, tu l'as dit, être accompagnée par Mathieu Gandolfi, d'être également présente dans un club de canicross, mais tu fais partie d'une autre team avec des personnes qui sont déjà passées par le podcast et qui font partie de cette team. C'est la team Ruban Bleu, donc clin d'œil à Nuno et à Laura. Pourquoi avoir rejoint cette team Ruban Bleu ? Quelles en sont les valeurs et pourquoi tu as été sensible à rejoindre donc cette équipe avec un côté solidaire? Derrière, il y a pas mal de choses qui sont portées par ces rubans bleus un petit peu partout à travers la France. Alors, du coup, j'étais derrière cette team depuis pas mal d'années. Et puis, j'ai toujours voulu... voilà, ils sont venus vers moi, je suis venue vers eux, j'ai été blessée. Et ça me tenait à cœur. Donc, c'est voilà, la team Ruban Bleu, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on court pour les gens qui sont donc atteints de la sclérose en plaques. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi une amie qui en est atteinte, et donc voilà, porter leurs couleurs sur les courses me tenait vraiment à cœur. Et on est au niveau de la team sur une bienveillance,
sur un état d'esprit qui humainement parlant, qui est vraiment énorme. Et puis moi, j'ai besoin aussi de courir pour des causes qui me tiennent à cœur. Et voilà. Et donc du coup, je fais à mon petit niveau le maximum pour porter leurs couleurs fièrement. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver sur certaines compétitions? Parce que du côté de La Ville-aux-Clercs et Vendôme, j'ai vu qu'il y avait une grosse partie de cette team qui était représentée sur cette Red Night, donc une course à travers le Loir-et-Cher de nuit. Oui, tout à fait. Oui, alors là, ils étaient très très nombreux. Moi, j'ai malheureusement pas encore pu les rencontrer. J'espère pouvoir les rencontrer peut-être cette année parce qu'ils organisent d'ailleurs une course. Alors, je pourrais plus. Je crois que c'est en région parisienne d'ailleurs. C'est une course team ruban bleu. Et puis ils sont aussi souvent présents sur l'ultramarin. Et j'aimerais peut-être bien l'année prochaine, voilà, ça ferait partie de mes objectifs de l'année prochaine peut-être de m'aligner sur une des courses de l'ultramarin. Donc ce serait en plus ça serait super de pouvoir tous se rencontrer. Tu me lances une perche là sur ces objectifs de l'année 2024. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton programme, même si je sais que tu affectionnes également des courses off où il n'y a pas forcément de dossard et où ça va être une compétition, mais avec toi-même, pas forcément avec un dossard au bout. Oui, j'ai eu à cœur de faire des off. Mon premier marathon, Covid oblige, je l'ai fait donc je l'ai fait seul. Après, j'ai fait aussi un 50 km en petit défi autour d'un lac. J'ai fait 25 fois le tour. Et puis voilà, donc j'aime bien me donner des petits défis comme ça. Et voilà, cette année, on est quand même sur un objectif de trail. Donc voilà, il y a le trail des Tranchées à Verdun, donc sur un 32 km. Il va y avoir un autre trail dans la région au mois de juin sur un 32 km. J'aimerais bien faire peut-être une compétition sur 4 jours dans le Jura. Voilà, mais en canicross cette fois-ci. Donc là, je suis en train de voir ça et peut-être mettre ça en place. Et puis, ce qui me tenait à cœur, c'est de faire un marathon, mais quand même avec un dossard. Voilà, donc j'aimerais vraiment faire. Donc je suis inscrite au marathon de Chablis, donc pour fin octobre. Donc voilà, c'est les gros éléments. Ça va être de monter en volume, de monter en trail, et puis de faire ce marathon de Chablis. Et puis il y a aussi donc une course qui me tient à cœur, qui se passe à Metz, qui est contre les violences faites aux femmes. Donc c'est un raid. Et moi, je suis bénévole aussi là-dessus, donc au mois de septembre, et je fais généralement les 10 km. Voilà, donc je voulais leur faire un petit clin d'œil parce que voilà, je trouve que c'est une belle cause aussi à soutenir. Alors, beaucoup de courses au programme, beaucoup de kilomètres dans tes sandales. Moi, j'ai la traditionnelle dernière question du podcast. Élodie, un instant où tu es à côté de tes sandales. On adapte un petit peu la question aujourd'hui. Il se passe quoi? Sans qu'il y ait d'activité physique, de lien avec le sport, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es off, justement? Eh ben écoute, quand je suis off, c'est compliqué parce que je suis rarement off. J'aime profiter de ma famille, de mes amis, voilà, me reposer. C'est en toute simplicité que tu as répondu. Si les auditeurs veulent te consulter, te contacter pour avoir soit des informations sur le port de sandales ou sur le canicross, par quel biais on peut te joindre? Eh ben écoute, sur Instagram, donc mon pseudo c'est Coxelotte57, donc ce sera avec grand plaisir, ou même sur Facebook. Voilà, j'ai mon pseudo, c'est Élodie. Je pense que tu mettras peut-être les liens au cas où, mais ce sera avec grand plaisir. Voilà, si des personnes ont des interrogations là-dessus, je me ferai un réel plaisir d'échanger avec eux. Bon, je remettrai de toute façon donc tous ces liens dans les notes de l'épisode. Je voulais te remercier, Élodie, pour cet échange autour de la pratique de la course à pied un petit peu plus nature, un petit peu plus minimaliste, en intégrant ce côté canicross. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Merci à toi, surtout je te remercie. Ça a été un super moment, un très très bon partage. Et puis je te souhaite une belle journée. À bientôt. Merci Élodie. Et pour les auditeurs, donc si vous avez besoin d'informations, vous contactez Élodie. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.